Alors, j'ai la redoutable mission de présenter en une quinzaine de minutes 100 ans d'activité de la Société des sciences naturelles de Bourgogne, qui ne s'est pas toujours appelée comme cela d'ailleurs. Alors, tout de suite, je n'ai pas de temps à perdre évidemment. Je dirais que cette Société bourguignonne d'histoire naturelle et de préhistoire, c'était son nom au départ, en 1913, a été fondée donc le 11 mars 1913 par Xavier Aubert. Alors, Xavier Aubert, c'est un industriel dijonnais qui n'était pas un naturaliste à proprement parler, mais un ami de la nature. Et sa spécialité, c'était l'archéologie. Il a d'ailleurs été conservateur du musée archéologique de Dijon pendant une vingtaine d'années. Alors après plusieurs tentatives qui n'ont pas donné sans succès, disons, il a réussi à réunir une quarantaine de naturalistes de Dijon et de la région de Dijon, et puis fait une assemblée générale de ces 40 membres, et puis là, les statuts ont été adoptés, et notamment dans ces statuts, la composition de cette nouvelle association, qui était composée de 4 sections, une section géologie, une section botanique, une section zoologie et une section préhistoire. Chacune de ces sections étant dirigée par un vice-président. Le premier bulletin de la Société bourguignonne d'histoire naturelle et de préhistoire de Dijon est paru en juillet 1913. Il rassemblait essentiellement des comptes rendus de nombreuses sorties qui ont été effectuées pendant cette première partie de 1913. Il y a même un insigne qui a été créé, on montre une image ici, qui sera reproduit sur toutes les publications ultérieures, et notamment sur le second bulletin qui paraît en avril 1914. Mais bien entendu, 1914, ça évoque quelque chose, c'est-à-dire le début en août de la guerre 1914-1918, et pendant toute cette période, et un peu au-delà, la société sera rapidement suspendue, toute son activité sera suspendue du fait de la guerre. Et l'activité de la société ne reprendra qu'en 1920, et c'est sous l'impulsion encore de Xavier Aubert qui confie la présidence à Alphonse Maté. Le numéro 3 ne paraît cependant qu'en mars 1922. Vous voyez que la reprise a été assez lente. À partir de 1924, le bulletin de la société est publié dans une nouvelle série à raison d'un fascicule mensuel. Il y aura ainsi 7 fascicules qui paraîtront en 1924, 12 en 1925 et un seulement en 1926. Le décès du président Maté en 1927 marque la fin de cette première étape de la vie de cette société d'histoire, une société bourguignonne d'histoire naturelle et de préhistoire. La deuxième période, c'est 1930-1945. La société reprend son activité fin 1930, début 1931, et à nouveau présidée par Xavier Aubert. Et l'aspect le plus important et le plus original de cette période est la création du Bulletin scientifique de Bourgogne, dont le rédacteur gérant est Pierre Bugnon. Pierre Bugnon étant un botaniste qui est arrivé à Dijon comme professeur en 1930 et qui a pris comme initiative, comme première initiative, de s'inscrire bien sûr à cette société d'histoire naturelle, ce qui lui a valu un très beau diplôme, comme vous le voyez ici, signé par ses 2 parrains. Le bulletin scientifique de Bourgogne, eh bien, Pierre Bugnon voudra en faire un périodique régional, mais avec une audience nationale, voire internationale, et ce titre de bulletin scientifique de Bourgogne se maintiendra jusqu'en 1904.
quelques dates marquantes. Qu'est-ce que j'ai dit? 2004. Oui, 2004, parce qu'en 2004, excusez-moi. Quelques dates marquantes. En 1933, le centenaire de la création du jardin botanique de la ville de Dijon, n'est-ce pas, Gérard? En 1934, le secrétaire de la société, Gabriel Bourgeois, indique dans son rapport annuel que le bulletin scientifique de Bourgogne conserve d'emblée un rang fort honorable parmi les périodiques des sociétés scientifiques de province. En effet, entre 1931 et 1938, paraîtront d'importants articles sous les plumes de Girard et Barbier pour la mycologie, de Maurice Bizot pour les mousses, de Jouard pour les oiseaux, de Poinceau pour la géologie. Et Paul Paris ne sera pas en reste et il rédigera plusieurs articles sur la faune aquatique étudiée en particulier à la station aquicole Grimaldi de Saint-Jean-de-Laune, station créée en 1911. Alors malheureusement c'est à nouveau la guerre en 1939 et l'activité de la société sera interrompue pendant 16 mois et ce n'est que le 14 octobre 1941 qu'elle reprend une activité réduite avec, comme on disait à l'époque, l'autorisation des autorités d'occupation. Le président Xavier Aubert meurt le 8 décembre 1941 et Paul Gentil, vice-président et responsable, directeur du jardin botanique de Dijon, devient le président de cette société. Le 10 octobre 1944, c'est André Guillaume, qui est une personnalité connue aussi dans le monde dijonnais, qui est président à l'époque et rend hommage à ceux qui nous ont délivrés et souhaite que la société puisse reprendre dans la liberté, recouvrer une activité plus complète. Cependant, le tome 10 du bulletin ne sera publié qu'en 1945. Alors, une nouvelle période, la troisième, c'est entre 1946 et 1987, sous la présidence de Gabriel Bourgeois. L'Assemblée générale de 30 janvier 1946 décide d'une révision des statuts. Et c'est là que se produit le changement de nom de notre société, qui prend le nom de Société des sciences naturelles de Dijon, 1946. Quelques dates marquantes pour cette période. 1948, publication des comptes rendus des réunions mensuelles ne se fait plus dans le bulletin, mais s'effectue dans la presse régionale. Ce qui est une bonne chose parce que ça économise des pages au bulletin et donc ça revient moins cher. Et puis, dans la presse régionale, ça donne une certaine audience à l'association. 1954, c'est le 8e congrès international de botanique. Et là, je regarde Marc-André, 8e congrès international de botanique à Paris, qui a lieu à Paris, avec une excursion décentralisée, donc en Bourgogne, et qui est dirigée par François Bugnon. 1957, c'est la création du CEOB, c'est-à-dire du Centre d'études ornithologiques de Bourgogne, sous la présidence, il y a beaucoup d'ornithologues là qui tout de suite ont compris, la présidence d'honneur de M. de Vauguet, auteur de l'Inventaire des oiseaux de Côte d'Or, publié en 1946. 1961, c'est le 30e anniversaire du bulletin scientifique de Bourgogne. Et c'est Pierre Rack, professeur de géologie à l'université de Dijon, à l'époque, qui constate que la collection de bulletins constitue un important recueil de documentation régionale. Et il souligne l'importance de la collaboration avec l'université, dont la recherche est le métier. 1968, disparaissent les comptes rendus des réunions au profit de la publication de textes scientifiques beaucoup plus volumineux et, par exemple, un certain nombre de thèses sont publiées dans la revue, dans le bulletin scientifique de Bourgogne. 1978, avec le tome 31, c'est une nouvelle formule du bulletin. C'est, disons, sa période rose saumon, hein, du point de vue de la couverture, et il est caractérisé par des articles courts, et chaque fascicule compte environ une cinquantaine de pages. Alors, chose nouvelle, à côté du comité de rédaction du bulletin scientifique de Bourgogne, sont désignés des délégués aux problèmes de la protection de la nature. Voilà, c'est une chose nouvelle qui apparaît, et ces premiers responsables désignés sont François Bugnon, Camille Ferry et Bernard Frochot, ici présents. 1988 et 2002,
c'est une nouvelle période encore, puisque en 88, la Société des sciences naturelles de Dijon devient la Société des sciences naturelles de Bourgogne. C'est peut-être pas la meilleure décision qui a été prise par cette association, mais ça correspondait à l'époque où l'université de Dijon est devenue l'université de Bourgogne. Ce changement d'intitulé, de toute façon, est sans conséquence sur le recrutement des adhérents de la société, et pas plus que sur son activité qui est toujours centrée principalement sur Dijon et la Côte d'Or. Le bulletin scientifique conserve d'ailleurs sa formule antérieure, sauf que la couverture passe du rose saumon au vert. 1991, on sent un essoufflement de l'activité de l'association. Un seul fascicule au lieu de deux est publié chaque année. En 1993, ce bulletin ordinaire ne paraît plus, mais est remplacé heureusement par la publication du tome 1 de la Nouvelle Flore de Bourgogne de François Bugnot et collaborateurs. Une période encore plus creuse est celle qui se situe entre 1998 et 2002, après le décès de François Bugnot, donc une activité réduite, voire inexistante, pendant 4 années. Alors, le renouveau, indiqué par Gérard Ferrière tout à l'heure, a commencé, disons, en 2002, sous l'impulsion d'un petit groupe de naturalistes. Donc, une AG est convoquée le 6 novembre 2001, fin 2001, par Gérard Ferrière, ici présent, conservateur du Muséum Jardin des Sciences, pour relancer l'activité de la Société des Sciences Nat. Un nouveau bureau est mis en place sous la présidence de Bernard Frochot. Cela permet l'apparition des tomes 50, 51, 52 de bulletin scientifique de Bourgogne entre 2002 et 2004. Et le bulletin 52, dont on voit la couverture ici, termine en somme la vie du bulletin scientifique de Bourgogne après 74 ans d'existence. Mais bien heureusement, cet arrêt est compensé largement par l'apparition du numéro 1 de Bourgogne Nature en 2005. À l'initiative donc de la SHNA d'Autun, de la SSNB de Dijon et du parc naturel régional de Morvan. Alors cela n'empêche pas cette association de plusieurs sociétés, n'empêche pas les activités de la SSNB d'être, enfin, n'empêche pas, disons, la société d'avoir ses propres activités. Depuis 2005, 7 à 10 sorties terrain par an sont organisées, à l'image de cette sortie terrain à dominante entomologique, comme l'indiquent les filets à papillons, qui sont toujours présents, hein, comme en 1913. Voilà. Cette sortie a eu lieu en juin 2013. Des conférences qui sont organisées, des expositions, et puis des inventaires et des articles pour Bourgogne Nature. Telles sont les activités des membres de la Société des sciences naturelles de Bourgogne. Je dois dire qu'une trentaine au moins, 30-35 adhérents ont participé à la rédaction d'articles. Alors en feuilletant, pour terminer le plus rapidement possible, en feuilletant les 8500 pages du bulletin scientifique de Bourgogne entre 1931 et 2004, on constate une permanence des objectifs fondamentaux de 1913, notamment l'existence d'un bulletin scientifique, les sorties sur le terrain, les conférences, etc. Mais aussi le maintien de liens avec d'autres associations naturalistes. Je pense en particulier à la Société mycologique de la Côte d'Or, à la Société naturaliste de la Haute-Marne, avec qui nous faisons encore chaque année des sorties sur le terrain, la SHNA de Société d'Autun, donc avec le bulletin scientifique, mais aussi avec l'université, dont les liens se sont renforcés ces dernières années, et bien entendu le Muséum Jardin des Sciences. Et puis une affirmation de la pluridisciplinarité voulue par notre société. Alors, si l'on regarde un petit peu le contenu, mais je vais être très rapide là-dessus, simplement quelques exemples, ces bulletins constituent une mémoire pour un certain nombre de faits marquants, par exemple. Qu'est-ce qui se souvient du séisme du 13 mai 1949 dans le Morvan, qui se situait au niveau d'Hanau, mon cher ami. Et oui, l'épicentre se trouvait vers Hanau. Voilà, il y a eu un compte rendu de cet événement, de ce tremblement de terre, donc
dans le bulletin. Et puis on doit noter aussi, par exemple, au niveau de la mémoire, les hivers rigoureux de 1928-29, de 55-56, la sécheresse et la canicule de l'été 2003, avec toutes les conséquences que ces problèmes climatiques ont pu poser à la nature. Et puis, c'est également l'occasion, et notamment dans les réunions mensuelles de la société, de dénoncer quelques bizarreries ou anomalies diverses. Alors j'en citerai que quelques-unes. Alors c'est anecdotique parfois. C'est par exemple Maurice Bizot, le 10 mai 38, qui signale l'adoption par une chatte d'une nichée de lapin dont la mère avait succombé. Voilà. Et Paul Paris, on profite le 10 novembre 1936, on profite pour montrer à cette réunion des grenouilles à pattes supplémentaires. Il y avait des grenouilles à 5 pattes, à 6 pattes, et voire à 7 pattes. Et puis, par exemple, autre exemple, c'est cet œuf dans l'œuf. Gabriel Bourgeois, en 1934 et puis en 1949, avait noté l'existence donc de cette anomalie rare d'un œuf à double coquille, rapporté à nouveau par Roger Gou dans le Bourgogne Nature numéro 16 en 2012. C'est aussi l'occasion de noter des passages inhabituels d'oiseaux. Alors, je ne citerai que quelques-uns parmi les indications qui sont rapportées dans ce bulletin. Celui du jaseur boréal, par exemple, qui plusieurs fois s'est trouvé au niveau de la région dijonnaise. Le passage d'une quarantaine de cigognes à Ruffey-les-Échirés en 1942. La présence d'un cormoran à Velard, ce qui était une rareté à l'époque, en 1952, et qui l'est moins peut-être maintenant, et d'un sterne arctique sur les temps de Grosbois, etc. On pourrait allonger la liste. Et puis l'arrivée de plantes exotiques, par exemple la Cardamine hirsute, cette petite crucifère qu'on trouve partout, aussi bien à la ville qu'à la campagne actuellement. Eh bien, les premiers exemplaires de cette Cardamine hirsute ont été vus en 1925 à Gevrey et à Velard. La même chose pour le Galinsoga ciliata, qu'on appelle maintenant Catri radiata, qui a été vu pour la première fois à Dijon en 1944. Et puis l'ambroisie à feuilles d'armoise, qui pour la région dijonnaise a été noté présent à Day en 1953. Alors, un dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est le changement dans les mentalités au cours de ce siècle. Et je prendrai comme exemple la protection de la nature. Alors, en 1925, dans un bulletin de la société de l'époque, Jean Lagorgette, qui était un naturaliste reconnu de Châtillon-sur-Seine, a, dans un article consacré aux serpents, lancé un quasi-appel pour exterminer les vipères et autres bestioles dangereuses. De même, le 12 juin 1934, Paul Paris présente une tige fleurie de sabot de Vénus, et puis Paul Gentil récidive le 11 juin 1935 avec un petit bouquet de sabots de Vénus récoltés du côté de Maulois. Alors évidemment, tout le monde sait que les vipères, comme les sabots de Vénus, sont en protection nationale à l'heure actuelle et qu'il serait bien mal vu d'offrir un bouquet de sabots de Vénus cueillis à Maulois à son meilleur ami actuellement. Mais je pense que on ne fait pas vipère, non, je sais pas. Mais on pourrait se vanter d'en avoir détruit, ce qui ne serait pas plus bien vu actuellement, bien sûr. Alors, de tous ces aspects de protection de la nature, il sera question pendant ces 2 journées. Alors, en guise de conclusion, et au risque d'avoir été un petit peu long, je terminerai en évoquant simplement la sortie botanique du centenaire. En effet, le 22 mai 1913, la nouvelle société avait décidé de faire une excursion dans le Val-Suzon, au lieu-dit Roche-Château et Fontaine de Jouvence, sous la direction de Paul Gentil, qui en a fait un compte-rendu assez détaillé dans le premier bulletin de la société. Et par conséquent, on a ici le moyen de comparer avec ce qui existe actuellement, et c'est pour cela que nous avons organisé la sortie botanique du centenaire qui a emprunté, disons, le même parcours qu'en 1913. Cette sortie a eu lieu le 12 mai 2013 sous la direction d'Olivier Bardet. Et la conclusion qu'on peut tirer de cette comparaison, première approximation, c'est que ce site remarquable n'a pas sensiblement changé depuis un siècle, et c'est heureux,
et la plupart des espèces listées en 1913 ont été retrouvées en 2013. À une différence près cependant, c'est qu'en 1913, à la différence de 1913, aucune plante en 2013 n'a été prélevée. L'itinéraire choisi se trouvant depuis 2011 à l'intérieur de la réserve naturelle régionale du Val-Suzon, forêt d'exception gérée par l'ONF avec protection intégrale de la faune et de la flore. On pourrait dire, en quelque sorte, que en 1913, la photo numérique, l'appareil photo numérique a remplacé la boîte d'herborisation de 1913. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous présenter la photo de groupe, évidemment, de cette sortie historique. Voilà, en regrettant seulement de ne pouvoir vous proposer une photo de 1913. Voilà, je vous remercie de votre attention.